Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Intelectual y su Memoria, la última de este curso académico, así que hoy es un día muy particular. Lo es además no solamente porque representa una efeméride en nuestra intensa programación cultural, sino porque hoy nos acompaña Didier Fassin, profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y, desde hace muy poco, titular de la cátedra sobre cuestiones morales y políticas en el Colegio de Francia. Didier Fassin ha pronunciado la lectura Tanner en Berkeley, la lectura Adorno en Frankfurt y la lectura Erich Wolf en Viena. La primera versaba sobre el castigo, la segunda sobre la vida y la tercera sobre la teoría de la conspiración. Ha recibido diversos premios, la Orden de las Palmas Académica de Francia, el Douglas Prize al mejor libro de antropología en Europa por el Imperio del Traumatismo, el Besson Prize, mención honorable, que otorga la Sociedad de Antropología Cultural por la razón humanitaria, la condecoración de oro de la Sociedad Sueca de Antropología y de Geografía por su contribución científica a la antropología y, más recientemente, el Premio Nomis de Científico Distinguido en 2018. Hasta aquí su presentación institucional. Ahora toca, que es lo más interesante, la presentación de este diálogo. Permíteme, Didier, permitidme un pequeño recuerdo sobre una experiencia fundamental de la democracia, tal y como la reconstruye un autor muy querido por Didier. En el primero de su curso en el Colegio de Francia, que llevaba por título Lecciones sobre la voluntad de saber, Michel Foucault nos llamó la atención sobre el profundo mensaje democrático que hay en la tragedia de Sófocles, Edipo Rey. La investigación sobre la peste en Tebas comenzaba a quedar resuelta cuando el mensajero de Pólibo, rey de Corinto, invitaba a un amigo suyo, un pastor de Tebas, a narrar cuando, años atrás, le entregó un niño procedente de la casa de Layo, el rey de Tebas. Son las dos personas más humildes de la obra, lo dice Foucault, y son las que, una vez que pueden hablar y contar lo que han visto, son capaces de resolver el puzzle que atormentaba a Tebas. Hay un pasaje en La Fuerza del Orden, una etnografía de la acción policial en la periferia urbana, es el título en español, que recuerda esta lectura de Foucault y el texto primigenio de Sófocles. Didier Fassin explica que en Francia no hay estadísticas sobre las características étnicas vinculadas a la relegación social y por tanto nadie ve la segregación racial en las cifras de la desigualdad. Pero escribe Fassin, cito, eso que a los demógrafos les cuesta establecer, las mujeres y los hombres que viven en los barrios lo saben por experiencia. Aunque allí se encuentren franceses europeos, la mayoría de los residentes son negros o árabes. Cierro la cita, la gente sabe por qué lo ven más allá de las estadísticas, que la relegación social es inseparable de la discriminación étnica. Esta referencia a Foucault en la apertura de mi presentación no es en absoluto casual, porque creo que en toda su trayectoria Didier Fassin ha mantenido un diálogo constante con el pensador nacido en Poitiers. Pero lo ha hecho de una manera diferente a como solemos hacerle a la gente de filosofía. Y me perdonarán mis colegas, yo creo que más interesante. Lo ha hecho no solo mediante la lectura exclusiva e intensa de los textos, sino ejercitando aquello que permitió resolver la tragedia de Tebas, intentando adquirir ese saber por experiencia, ese saber humilde del mensajero de Corinto o del criado de Tebas. Y eso se realiza ejercitando una de las formas de conocimiento más difíciles y arriesgadas, la etnografía. Un saber de ver y narrar, hoy completamente sofisticado y reflexivo, pero que Foucault localizó en su forma más sencilla y con razón en el origen de la experiencia democrática. Por supuesto que Didier Fassin, que es médico de formación, además conoce las artes cuantitativas y en su interrogación acerca de cómo la vida se convierte en el centro de las regulaciones gubernamentales,
hace un uso extensivo y sofisticado de la estadística. Eso se puede ver en su trabajo sobre la violencia estatal, en sus formas policiales y carcelarias, en su trabajo sobre la complejidad de la resistencia construida, elaborada a partir de la experiencia dañada y de la categoría médica de trauma. Allí podemos encontrar libros que son ya clásicos contemporáneos de las ciencias sociales: El imperio del traumatismo, el ya citado La fuerza del orden o La razón humanitaria, por citar solo unos pocos. En todo ello hay una articulación compleja y brillante entre reconstrucción histórica y sociológica, escenas de la experiencia cotidiana del investigador o la investigadora y reflexión vinculada a la filosofía moral. Todo ello hace que Didier Eribon contribuya a la teoría social, a la reflexión filosófica y moral a partir de un trabajo de campo que sorprende por su variedad, extensión y radicalidad, y en el cual se argumenta a partir de tratamiento cuidadoso de protocolos concretos de investigación, de situaciones, de contextos y actores rigurosamente indexados. En tercer lugar, y para dar ya la palabra a nuestro invitado, hay una dimensión no menor que quisiera destacar. Didier Fassin es un gran escritor y la belleza y emoción contenida de su estilo recuerda a los mejores clásicos de la antropología. Todo ello, insisto, sin dejar de trabajar científicamente sus contextos, situar sociológicamente a sus actores y ubicando las situaciones en cadenas de comprensión e inteligibilidad amplia. Por la ambición de sus interrogaciones teóricas, por la calidad y extensión de su trabajo de campo y por su capacidad de formular un programa coherente de ciencias sociales que relativiza la frontera entre la filosofía, la sociología, la ciencia política, el psicoanálisis y la antropología, Didier Fassin representa, creo yo, y no sé si a él le gustará mucho esta idea, una realización contemporánea del programa de trabajo formulado por Max Horkheimer en su texto famoso Teoría tradicional y teoría crítica. Esto es, una práctica intelectual basada firmemente en el trabajo científico, reflexivamente irónica respecto de las imposturas de lo que se presenta como ciencia y solo es retórica envuelta en cifras y sólidamente vinculada con el respeto y la escucha de las vidas más despreciadas. Es importante contemplar cómo Didier Fassin discute de epidemiología, disecciona con cuidado el accionar cotidiano de una patrulla policial, nos propone relatos históricos de cómo el trauma se ha convertido en algo con lo que leer el sufrimiento. Es importante contemplarlo, decía, cómo todo ello se articula en un programa de conocimiento de lo social a la altura de nuestro tiempo y cómo de ese compromiso epistémico y político surge la posibilidad razonada de intervención radical y fundada en la vida ciudadana, de presencia de las ciencias sociales en la vida política. Bien, ahora voy a pedir un aplauso para Didier Fassin. En agradecimiento a que haya encontrado el tiempo, que yo sé que es muy poco, y ha hecho un viaje muy largo por compartir este momento con nosotros, lo cual llena de alegría nuestra facultad, y le hemos propuesto una conversación en torno a 4 ejes. El primer eje es una presentación muy general sobre tu formación y tus influencias. El segundo eje le hemos pedido que nos hable de su trabajo de campo. Trabajo de campo que se ha desarrollado en Senegal, Ecuador y Sudáfrica, entre otros lugares, y en el cual se movilizan muchas veces experiencias vividas en primera persona. Bien, esta es la segunda cuestión. Una tercera cuestión es que nos gustaría que nos hablases de algo que no es central en su obra, pero que es al menos tremendamente original. La innovación en la forma de comunicación de la investigación. La fuerza del orden ha sido convertido en cómic, ahora lo enseñaré. Su último libro, Mort d'un Voyager,
muerte de un transeúnte, la traducción sería difícil en castellano, representa un tipo de escritura de la experiencia antropológica extraordinariamente compleja, de inspiración cinematográfica, donde se intenta reconstruir el conjunto de puntos de vista sobre el suceso luctuoso que acabó con la vida de una persona tras una intervención dramática de la gendarmería francesa. Quisiéramos que nos hable sobre eso, sobre cómo innovar en las formas de comunicación del conocimiento científico. Y, en cuarto lugar, una reflexión general sobre el compromiso político y científico en tu trabajo. Didier va a hablar en francés, aunque él habla español, le es mucho más cómodo responder en francés. Yo voy a hacer traducción sucesiva. Sé que es algo cargante, pero creo que merece la pena que tengamos paciencia. Adelante, Didier. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por esa muy generosa presentación. Es un gran honor para mí estar en esta maravillosa Universidad de Granada y especialmente de hablar con ustedes en esta sala que tiene un símbolo muy fuerte que está frente a mí, la de García Lorca. Agradezco al Departamento de Filosofía y en particular al profesor José Luis Moreno Pestaña por invitarme a venir acá. Como lo ha dicho, lo siento mucho, voy a hablar en francés porque utilizo mi castellano una vez cada 2-3 años para 1 o 2 días y nunca he aprendido este lenguaje, entonces ustedes van a perder mucho si trato de hablar en español. Entonces, te agradezco, José Luis, por hacer la traducción de lo que voy a tratar de explicar y de describir. Entonces, lorsque j'étais adolescent, je rêvais de devenir écrivain et évidemment mes parents qui étaient de milieu ouvrier m'ont expliqué que c'était pas comme ça qu'on gagnait sa vie et qu'il fallait trouver un autre métier. Et en 1971, il y a eu la guerre de libération du Bangladesh qui a donné lieu à une présentation télévisée importante. Je vous rappelle que c'est une guerre qui a fait plusieurs millions de morts civiles. On estime 200 000 femmes qui ont été violées, des viols de guerre comme arme de guerre. Plus de 10 millions de personnes qui ont été exilées en Inde. Donc un moment qui m'a beaucoup touché, à vrai dire, comme certainement d'autres. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je deviendrais médecin avec une vague idée humanitaire d'aller dans des pays confrontés à des situations comme celle-là. J'ai fait mes études de médecine, je suis devenu médecin, et puis un jour, j'étais interne des hôpitaux et un jour de Paris, et un jour, l'occasion s'est présentée d'aller à Calcutta, où un ami m'a indiqué qu'il venait de quitter son poste de médecin du Home for Dying Destitutes, qui avait été fondé par Mère Teresa, et qu'il n'y avait plus de médecins. Et donc, je me suis dit, je vais aller. J'ai passé 4 mois à Calcutta. J'ai été extrêmement déçu, voire choqué par les pratiques de Mère Teresa et l'idéologie qu'elle développait, notamment le peu de respect pour les malades. Mais néanmoins, j'ai beaucoup appris de cette expérience première. C'était la première fois que j'allais dans un pays non occidental. Et j'ai beaucoup appris
Et notamment, je crois que j'ai été profondément marqué, et qui ne le serait pas, par les inégalités sociales, qui sont considérables dans ce pays, mais à Calcutta en particulier. Et deuxièmement, j'ai été attiré, je pense, par les différences culturelles auxquelles j'étais pour la première fois confronté. Et depuis lors, lorsque j'enseigne les sciences sociales, je dis souvent que l'anthropologie a deux sources personnelles, en quelque sorte. La première, c'est l'indignation, et la seconde, c'est la curiosité. Et on penche plutôt vers l'une ou vers l'autre, mais je crois qu'il y a souvent l'une ou l'autre de ces dimensions qui sont au point de départ. Non pas que le travail ensuite scientifique va être d'une autre nature, va un peu repousser justement ces deux dimensions pour devenir un vrai travail scientifique, mais je crois c'est souvent ce qui est en jeu. Donc ça a été un moment très marquant, à la suite de quoi je me suis dit que peut-être la santé publique répondrait mieux, parce que la médecine me paraissait très frustrante. Soigner des gens et les remettre dans la rue me semblait quelque chose de très contradictoire, en tout cas avec les idées qui étaient les miennes. Donc j'ai fait de la santé publique et j'étais en Tunisie pour faire mon service civil, et j'y ai développé des programmes de prévention de la maladie la plus fréquente et qui tuait le plus de jeunes en Tunisie, qui était le rhumatisme articulaire aigu avec ses complications cardiaques. Et j'ai fait ça d'abord dans un bidonville, et puis ensuite j'ai développé ce même programme au niveau d'une région de ce pays. C'est un programme qui a connu un certain succès, mais là encore, je gardais une frustration parce qu'au fond, je ne touchais presque pas. Alors, je comprenais un peu mieux les enjeux politiques, mais je ne touchais presque pas l'expérience des gens. Et je me suis dit que l'anthropologie était une manière peut-être de trouver une solution, et c'est à ce moment-là que j'ai fait un master et puis ensuite un doctorat. Bueno, la primera cuestión, Didier cuenta que cuando adolescente, el profesor Fassan cuenta que cuando adolescente soñaba con ser escritor, pero sus padres, que pertenecían a un medio de clase obrera, de clase trabajadora, le dijeron que tenía que encontrar una manera donde se pudiera ganar la vida, y que uno no se ganaba la vida siendo escritor. Una experiencia que le marcó muchísimo fue la liberación de Bangladesh, donde pues, no solamente hubo prácticas de genocidio y de una violencia enorme, sino también prácticas de violencia sexual, lo cual le hicieron, después de estudiar medicina, de decidir que quería estudiar medicina para confrontarse al sufrimiento, ejercer como médico en Calcuta, en una institución de la Madre Teresa de Calcuta. La experiencia en Calcuta, aunque tuvo muchísimo interés, le produjo un disgusto enorme por la falta de respeto de la Madre Teresa hacia los enfermos. Aunque de esa experiencia aprendió mucho, y hay dos cosas que estructuraron su visión desde entonces: la presencia enorme de las desigualdades sociales y también de las diferencias culturales. Y a partir de ahí, el profesor Fassan nos explica las dos fuentes de la vocación antropológica. Por un lado está la indignación moral, y por otro lado está la curiosidad. Las dos están juntas, están compartidas casi por todo el mundo que tiene la vocación antropológica. Algunas veces va más hacia un lado, algunas veces va más hacia otro lado, y permanecen esas dos fuentes incluso cuando se ejercita el conocimiento científico de manera más sofisticada. Posteriormente consideró que la medicina era reductora y decidió dedicarse a la salud pública. Trabajó en Túnez, en un suburbio, y aunque la salud pública le parecía más interesante que la medicina, le seguía pareciendo frustrante. Digamos, aprendía más, pero no veía claramente cómo a partir de ahí podía articularse un conocimiento que tomase apoyo en las dos fuentes de la vocación antropológica que ya habían surgido en él. Es en ese momento cuando se pone a estudiar antropología.
et donc l'anthropologie telle que je l'ai faite s'appuyait sur une manière de considérer l'Afrique qui était une manière très historicisée, très politique, celle de Georges Balandier, qui est devenu le professeur avec lequel j'ai fait mon master et mon doctorat. Je n'oserais pas tout à fait dire que c'était mon maître, parce qu'on parle souvent de maître. J'ai été inspiré par son œuvre, mais j'ai eu très peu de contact avec lui. Il en avait très peu avec ses étudiants. Donc je le voyais une demi-heure par an, et ça n'a pas suffi pour... J'ai fait une thèse en peu de temps, en 3 ans, moins de 3 ans, et donc ça n'a pas suffi pour que véritablement je sois influencé par lui. Mais peut-être, si je remonte un peu dans le temps, il y a deux auteurs qui ont joué un rôle important, quoique très différent. Lorsque j'ai lu Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, comme beaucoup de gens, j'ai été fasciné, j'ai eu un désir d'anthropologie. J'ai ensuite pris beaucoup de distance par rapport à l'approche lévi-straussienne, structuraliste, l'absence de perspective justement historique et politique que j'ai trouvée chez Georges Balandier, mais néanmoins j'ai cette dette à son égard. Et puis l'autre auteur qui m'a beaucoup influencé, et ouvrage tout simplement, c'est Pierre Bourdieu et la distinction. Et la distinction, pour moi, me révélait la manière dont, bien sûr, c'est l'objet du livre, dont le goût était distribué socialement, différencié, hiérarchisé. Et pour quelqu'un qui venait d'un milieu populaire et qui commençait à être au milieu d'autres étudiants qui, eux, venaient de milieux bourgeois, voire grands bourgeois, et qui comprenaient comment sa culture n'était pas tout à fait ajustée, eh bien c'était une révélation des structures sociologiques qui, en l'occurrence, étaient celles de la distinction, mais qui pouvaient s'élargir à d'autres domaines. Donc, je ne dirais pas que ce sont des maîtres, mais en tout cas, ils ont joué un rôle important dans ma décision de faire de l'anthropologie et dans ma compréhension de ce que pouvait être la sociologie. Muchas gracias. Bueno, Didier Fassin a comenzado como antropólogo africanista y su manera de considerar África era desde una perspectiva histórica y política que estaba caracterizada en la época por Georges Balandier. Georges Balandier fue la persona con la que hizo su tesis doctoral. Sus libros los leyó, su perspectiva la incorporó, pero tampoco es que tuviera una gran relación porque lo veía media hora por año. Entonces, autogestionó de alguna manera su tesis doctoral y por tanto no puedes decir que Georges Balandier fuera su maestro, aunque sí fue un autor importante en su formación. Hay otros dos autores muy importantes o fundamentales. En primer lugar, la lectura de Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss despertó en él, como en muchísima gente, el deseo de hacer antropología. Y eso permanece como una referencia constante, pese a la distancia que Didier Fassin ha ido adquiriendo con el tiempo respecto de la perspectiva lévi-straussiana. El segundo autor importante es Pierre Bourdieu y la lectura de la distinción, que nos muestra el modo en que el gusto se distribuye socialmente, se diferencia y se jerarquiza. Esta perspectiva sociológica va a ser central en la forma de practicar la ciencia social y la antropología por parte de Didier Fassin, y además tiene también una fuente sociológica o sociobiográfica. No olvidemos que estamos ante una persona que venía de un medio de clase trabajadora y que en su proceso de formación se iba encontrando con personas de un origen social marcadamente más burgués. La distinción le sirvió para revelar las estructuras sociales que estaban presentes en las interacciones cotidianas. Y son, digamos, autores que tuvieron un rol importante en su formación. Donc si je continue ce cheminement, je dirais que bien sûr le travail
que j'ai réalisé au Sénégal pour ma thèse, qui portait sur les questions de maladie et de thérapeute, a été un travail extrêmement formateur. Je dirais que ça a été un petit peu une initiation très individuelle, très solitaire, dans la mesure où les gens avec lesquels je travaillais n'étaient pas des anthropologues et où je voyais très peu mon directeur de thèse. Et donc, c'est à travers les lectures d'un certain nombre d'auteurs que j'ai progressivement construit quelque chose qui était une anthropologie urbaine de la santé. J'ai continué dans les années qui ont suivi à travailler alors d'abord je suis revenu, j'ai été interne des hôpitaux, j'ai été chef de clinique, professeur assistant en maladies infectieuses et médecine interne, et puis je suis reparti en Équateur avec Anne-Claire Defossé, qui est mon épouse, et là nous avons travaillé sur des questions toujours de santé des femmes, de mortalité maternelle, mais plus généralement autour des conditions de vie. Et là, c'est aussi un moment qui a été très formateur et qui, pour moi, était très important parce qu'il me faisait sortir d'un modèle africaniste. Le fait de travailler, je ne voulais absolument pas être défini comme un africaniste. Donc le fait d'avoir travaillé au Sénégal, puis de travailler en Équateur, était pour moi une manière de dire que ce qui comptait le plus, ça n'était pas des terrains, au sens de territoire, au sens de continent, au sens de area studies, mais que c'était des problématiques, des questions, des questions autour des inégalités, des rapports de pouvoir, qui me semblaient les plus importantes. Muchas gracias. Su primer trabajo en Senegal fue sobre la enfermedad y los terapeutas. Fue un trabajo que afrontó en solitario porque tenía muy poco contacto con su director de tesis. Tenía relaciones con personas que no eran antropólogos, y fue a partir de la lectura de autores cómo fue construyendo una especie de antropología urbana de la salud. Pues fue un trabajo, digamos, gestionado en solitario, una experiencia que tiene muchas personas que hacen su tesis doctoral, y fue también la experiencia de Didier Fassin. Después desarrolló y ocupó distintos puestos de formación y de enseñanza universitaria y en la medicina, y posteriormente hubo una segunda experiencia formadora que desarrolló con la socióloga y antropóloga Anne-Claire Defossé, que está aquí presente también con nosotros, en Ecuador, acerca de la salud de las mujeres y de la salud de las mujeres y las condiciones de vida de la población. Desarrollar un trabajo en Senegal y en Ecuador le sirvió para salir de una forma de circunscripción de la actividad antropológica en torno al estudio de territorio de área, para empezar a desarrollar una perspectiva en la cual no es importante la área en la que concentras tu trabajo, sino las preguntas que haces y los problemas que te planteas. Preguntas que tienen que ver con la desigualdad, con las relaciones de poder, con las estructuras sociales de dominación, etc. Donc, je considère que ces deux moments de recherche au Sénégal pendant 2 ans et en Équateur pendant 2 ans aussi ont été formateurs, mais vraiment ont été formateurs, et ce n'est, je crois, que lorsque j'ai conduit une recherche en Afrique du Sud, que j'ai pu développer de manière peut-être plus originale le travail que j'ai souhaité conduire ensuite. Pourquoi l'Afrique du Sud ? Eh bien parce qu'il me semblait qu'il se jouait en Afrique du Sud, et vous voyez que ça n'est pas très original, qu'il se jouait quelque chose de très important à travers la démocratisation d'un pays, la libération d'un peuple,
et l'émancipation de populations qui avaient été dominées de la manière la plus brutale sous l'apartheid. Et donc j'ai voulu partir en Afrique du Sud. C'était un peu plus difficile que de travailler au Sénégal ou en Équateur parce qu'il n'y avait pas d'implantation française. La France a eu des colonies. Et donc au Sénégal, il y avait un milieu dans lequel je pouvais travailler. En Équateur, ce n'était pas une colonie française, mais j'ai pu quand même bénéficier localement, et puis nous travaillions à deux. L'Afrique du Sud était un peu plus compliquée, donc il a fallu que progressivement je justifie et je trouve les contacts pour pouvoir y travailler. Et ce qui m'intéressait, et vous voyez que je suis toujours dans le domaine de la maladie, c'était le sida. C'était le sida parce que j'ai commencé à travailler en Afrique du Sud à un moment où se sont conjuguées une crise épidémiologique et une crise épistémologique. La crise épidémiologique, c'est que l'Afrique du Sud est devenue en quelques années le pays du monde le plus affecté par l'épidémie de sida. On estimait que pour une population d'un peu plus de 40 millions d'habitants, il y avait 4 millions de personnes infectées. Et dans les milieux pauvres et noirs en particulier, eh bien, on dépassait 20%, 25% de la population estimée. Donc une situation extrêmement tragique, mais qui se combinait avec une deuxième crise, une crise épistémologique, qui était la contestation par le président, par ses deux ministres successifs de la Santé, et une grande partie de la population, notamment noire, du savoir orthodoxe sur le sida. Et notamment, il y avait deux éléments. Premièrement, ils ne croyaient pas que le virus était la cause du sida. Ils croyaient que c'était un passager clandestin dans l'organisme. Et deuxièmement, très logiquement, ils considéraient que les antirétroviraux étaient néfastes pour l'organisme. Et donc, dans ce contexte, j'avais décidé de travailler sur le premier aspect, d'un point de vue anthropologique, sur la crise épidémiologique. Pensant que la crise épistémologique engageait des enjeux politiques et historiques trop importants pour lesquels je n'avais pas la légitimité de mener des recherches. Et puis je me suis rendu compte que les Sud-Africains étaient eux-mêmes très gênés avec cette question et qu'ils n'écrivaient pas dessus, qu'ils en parlaient mais dans les couloirs au moment du thé mais jamais dans les conférences, et que par conséquent il me revenait peut-être, en tant qu'étranger, d'aborder cette question. Et donc j'ai essayé de combiner la question de la crise épidémiologique et de la crise épistémologique, ce qui m'a amené donc à travailler à la fois sur la tragédie que représentait cette maladie, notamment dans les quartiers pauvres et noirs, mais aussi sur les enjeux de théorie du complot qui se manifestaient à ce moment. Et je dirais que du point de vue ethnographique, j'ai essayé de combiner deux éléments. D'une part, ce que assez souvent nous faisons, c'est-à-dire un travail dans les milieux populaires, dans les townships, dans les anciens homelands, et d'autre part, un travail sur les élites, c'est-à-dire des élites scientifiques, des élites politiques, des élites économiques, et ce qui m'amenait là à aller dans des conférences, à aller dans des réunions de groupes pharmaceutiques, à aller dans des débats publics avec des ministres. C'est ce que Laura Nader appelle studying up. C'est une expression qu'on utilise en anthropologie, c'est-à-dire pas seulement studying down, mais studying up. Et c'est le travail que j'ai donc conduit pendant à peu près 5 ans, mais à l'époque, j'avais un poste à l'université, j'avais une famille, et donc je partais pour 2 semaines, 2 fois par an à peu près. Et donc c'était un travail qui était beaucoup plus, qui n'avait pas la longue durée que des recherches précédentes, mais qui a duré sur plus longtemps, sur 5 ans, d'où est sorti le livre qui s'appelle en français « Quand les corps se souviennent » et en anglais « When Bodies Remember »,
qui est sur la question de la mémoire des corps, qui m'a donné l'occasion de développer une théorie de l'incorporation, de l'embodiment, qui était différente d'autres théories précédentes de l'embodiment, dans la mesure où elle joignait l'histoire à la politique. Et donc j'ai parlé d'incorporation de l'inégalité ou d'incorporation de l'histoire pour essayer de rendre compte à la fois de la crise épidémiologique et de la crise épistémologique. Muy bien. Aparte de esos dos momentos fundadores, recuerdo lo que hemos hablado de Senegal y Ecuador, hay un trabajo de campo que es esencial en la formación de Didier Fassin como antropólogo, que es el trabajo en Sudáfrica. Es un trabajo que se produce en el momento en que se está realizando la democratización del país, en que además se está produciendo la liberación de un pueblo y la emancipación de una población terriblemente subjugada. Y hay además un lugar al que Didier Fassin accede sin la cobertura de acceder a un territorio que había sido parte de la antigua potencia colonial francesa, algo que sucedía en Senegal, es decir, es un trabajo que se hace con muchas menos cobertura. Bien, en ese momento Sudáfrica es el país del mundo más afectado por la epidemia de SIDA y hay una crisis epidemiológica. Las cifras son terribles. De 40 millones de personas, 4 millones están afectadas por el SIDA, y cuando las estadísticas se hacen teniendo en cuenta las desigualdades sociales, es decir, los lugares donde habitan negros y pobres, estamos ante casi un 20% de la población. Y a la vez se está produciendo una crisis epistemológica. ¿Por qué? Porque por parte del presidente del país, del presidente ya del Congreso Nacional Africano, de Mbeki, y por dos de sus ministras sucesivas de salud, se cuestiona el relato oficial acerca del SIDA. No se cree que el virus sea el causante del SIDA y se considera también que los antirretrovirales son nefastos. La primera actitud de Didier Fassin fue trabajar exclusivamente sobre la cuestión epidemiológica, porque le parecía que la cuestión epistemológica era muy compleja y que, digamos, exigía ciertos desafíos que lo desbordaban. Pero muy pronto se dio cuenta que era una cuestión sobre lo que los sudafricanos no hablaban. Cuando había encuentros o conferencias no se manifestaban respecto a ello en público, lo hacían en el pasillo y en conversaciones privadas, y consideró que era responsabilidad suya afrontar también la cuestión epistemológica. Por tanto, de ahí surge una antropología con dos partes, digamos, acerca de dos experiencias. En primer lugar, la experiencia de la tragedia del SIDA, y en segundo lugar, el desafío que supone, que es algo extremadamente original en la obra de Didier Fassin, porque lo trata de una manera que no es la habitual, la existencia de teorías del complot para explicar un acontecimiento. Y también es muy original la etnografía que realiza. Es una etnografía que se hace en los townships, en los hoplands, es decir, en los lugares en los que habita la población negra y pobre, pero una etnografía que va también hacia arriba, y que se dedica a estudiar cómo funcionan las élites políticas, científicas, vinculadas con las empresas de la salud, etcétera. Es verdad que esa etnografía ya la hace Didier Fassin siendo profesor de universidad y padre de familia, y teniendo una familia. Es una etnografía muy larga porque no puede pasar un tiempo de inmersión muy largo, tiene que consagrar algunas semanas al año, que realiza durante 5 años y de la cual sale un libro premiado y reconocidísimo, que es Cuando los cuerpos lo recuerdan, en el que se desarrolla una teoría de la incorporación diferente a otras teorías, las teorías Foucaultianas, las teorías de Bourdieu, a otras teorías de la incorporación, en las cuales, digamos, se explica cómo los cuerpos incorporan una historia específica de desigualdad basada en decisiones políticas muy concretas. Es la originalidad de la teoría de la incorporación que se desarrolla en el libro que surgió del trabajo de campo en Sudáfrica. Ce que vient de dire José Luis me
me fait me rendre compte d'un oubli terrible que j'ai fait dans les influences qui ont compté pour moi, qui est celle, bien sûr, de Michel Foucault. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter psychanalytiquement, mais il est certain que Michel Foucault a joué un grand rôle pour moi dans le travail que j'ai réalisé pratiquement depuis le début. Même si je ne l'ai pas vraiment connu, je l'ai rencontré une fois dans des conditions très dramatiques, c'est-à-dire juste avant sa mort. Alors, comme vous avez vu, jusqu'à maintenant, le travail au Sénégal, le travail en Équateur, le travail en Afrique du Sud était beaucoup autour de questions de maladies, de santé. Et à partir des années 2000, enfin en réalité il y a un chevauchement entre les deux, c'est pas succédé comme ça, mais à partir des années 2000, j'ai commencé à définir un programme de recherche qui était différent et que j'ai appelé anthropologie morale et politique. Et anthropologie politique, bien sûr, était très développée. Anthropologie morale, en revanche, ne l'était pas, et ne l'était pas pour des raisons compréhensibles, mais qui, moi, me posaient problème, qui était la peur des anthropologues de transformer morale en moraliste, en moralisateur, jugement des cultures des autres, et par conséquent une réticence à aborder la question morale. Et j'ai voulu lier morale et politique. Et je l'ai fait d'abord, je dirais, du côté plus lumineux de morale et politique, à travers 2 recherches et 2 ouvrages. Le premier que j'ai écrit avec mon ami Richard Rechtman, qui est un psychiatre, psychanalyste et anthropologue, et qui s'intitule « L'Empire du traumatisme ». C'est une enquête que nous avons faite sur le traumatisme. Alors, il était encore question de maladie, mais c'était vraiment dans une perspective morale et politique. Et ensuite, à peu près au même moment, j'ai travaillé, je travaillais déjà depuis plusieurs années, sur ce qui est devenu un livre qui rassemble une série d'articles qui s'appelle « La raison humanitaire ». Et donc qui, dans les 2 cas, alors que il y a la question du traumatisme renvoie à celle de l'invention du statut de victime, et que la raison humanitaire fait référence à la compassion que l'on peut avoir pour ceux qui souffrent. Dans les 2 cas, j'ai essayé de développer une approche critique. Une approche critique qui n'était pas de critiquer, bien sûr, les psychiatres ou les psychologues qui s'occupaient de traumatisme ou les humanitaires qui intervenaient dans les pays du Sud, mais plutôt d'essayer de comprendre ce que ça impliquait pour nos sociétés et ce dont on se privait lorsque on déterminait de cette façon, c'est-à-dire comme victime ou comme objet de l'humanitaire, ce dont on se privait du point de vue des sujets, des subjectivités, des subjectivations. Donc ça a été un premier élément, je l'ai appelé le côté lumineux, et puis ensuite je me suis intéressé au côté obscur, pour parler comme dans Star Wars, au côté obscur, c'est-à-dire au volet de la répression. Et la répression m'a amené à travailler sur la police, c'est le livre La force de l'ordre, sur la prison, c'est le livre L'ombre du monde. J'ai passé 15 mois avec des unités de police, notamment des brigades anticriminalité, qui sont les unités de police les plus dures. Et j'ai passé 4 ans à travailler dans une maison d'arrêt, donc pour des prévenus et des condamnés à des courtes peines. Et j'ai par ailleurs fait un travail beaucoup plus limité sur la justice, donc j'avais police, justice, prison, c'est-à-dire ce cycle de la répression.
Et donc, il s'agit là vraiment d'ethnographie, de passer très longtemps avec ces personnes, avec ces groupes, dans ces institutions, et d'essayer de les comprendre et de les donner à comprendre. Je dirais que c'est probablement le travail le plus ethnographique que j'ai fait. Si on entend l'ethnographie non seulement comme un travail de description, mais aussi un travail de réflexivité sur cette description et un travail critique que l'on peut tirer d'une ethnographie. Et puis j'ai eu la chance, tout à l'heure José Luis a commencé par cela, j'ai eu la chance d'être invité à donner les Tanner Lectures, les conférences Tanner, et la même année, ce qui était un hasard et aussi une contrainte extrêmement forte, la même année, les Adorno Lectures. Les premières à Berkeley, les secondes à Francfort. Et ce sont des conférences évidemment très théoriques, ce sont des cycles de 3 conférences à chaque fois, très théoriques et qui sont habituellement données par des philosophes ou des juristes. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais dire, moi qui n'étais ni juriste ni philosophe. Et donc, ayant travaillé pendant ces différentes années sur police, justice, prison, j'ai pensé pour les Tanner Lectures que je pouvais faire quelque chose qui était une réflexion théorique sur la question du châtiment. C'est ce qu'a donné le livre « Punir une passion contemporaine », traduit comme « castigar » en espagnol, et qui est une confrontation du travail ethnographique, descriptif, analytique, avec le travail philosophique et juridique, qui est un travail normatif. Donc, aux philosophes et moraux et aux théoriciens du droit qui disaient ce que doit être le châtiment, eh bien, j'essayais pour ma part de dire ce qu'il est et de montrer ce décalage. Et puis, la même année, j'ai été invité par Axel Honneth à donner les Adorno Lectures, les conférences Adorno à l'école de Francfort, à l'école de Francfort. Et donc, je dois dire que j'étais un petit peu à sec comme idée. Je ne savais pas trop sur quoi j'allais pouvoir refaire un cycle de 3 conférences théoriques. Et puis, finalement, je me suis dit, voilà, d'abord comme médecin, puis comme anthropologue, il y a une sorte de fil qui est celui de la vie. Et donc, j'ai essayé d'avoir une interrogation théorique sur la vie, en me demandant qu'est-ce que la vie, et en développant autour de 3 grandes théories philosophiques, qui sont les théories des formes de vie, à travers notamment Wittgenstein, Canguilhem, Agamben, les théories de l'éthique de la vie, ou des éthiques, puisque j'ai parlé au pluriel, et puis enfin une discussion avec Foucault sur les politiques de la vie, en montrant comment les politiques de la vie étaient différentes des biopolitiques telles qu'il les voyait. Et encore une fois, je souligne le caractère, au fond, circonstanciel. Je pense que je n'aurais jamais écrit ces livres si je n'avais pas été invité à donner ces conférences. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On est invité, c'est une stimulation, c'est une difficulté, mais c'est aussi ce qui nous permet, à un moment donné, peut-être d'aller plus loin qu'on ne le serait allé si on avait continué sur son chemin. Bueno, voy a traducir esto y vamos a pasar a la segunda de las preguntas. Bueno, el trabajo en Senegal, en Sudáfrica y en Ecuador estaba fundado básicamente en una antropología de la enfermedad, aunque ya había cuestiones sociales y políticas muy relevantes. Es a partir del año 2000 cuando Didier Fassin formula un programa específico de antropología moral y política. La antropología política está muy desarrollada, pero la antropología moral causaba mucha suspicacia en el medio de la antropología. ¿Por qué? Porque se temía que una antropología moral fuera una antropología moralista y moralizadora
que se dedicara a establecer ranking y jerarquía entre las culturas, ¿no? Pero él consideraba que, pese a eso, era un desafío importante al que se debería hacer frente. Y eso lo hizo estudiando el lado luminoso y el lado oscuro, por utilizar los términos de Star Wars, de la Guerra de la Galaxia, en dos formas de obra. En cuanto al lado luminoso, con su colega psiquiatra Richard Reichman, exploró el proceso por el cual la víctima o el ser víctima se convierte en el centro de nuestra experiencia subjetiva contemporánea y de las maneras en que tenemos de leer el fracaso, el daño, las experiencias difíciles. El título de esa obra, yo lo he referido antes, es El imperio del traumatismo. En segundo lugar, en La razón humanitaria explora el proceso por el cual la compasión se convierte en el modo en que nos relacionamos con las injusticias, con las desigualdades, con el infortunio de los demás. En los dos casos, un acercamiento crítico. Y él ha hecho la precisión: no se trata de criticar ni a los voluntarios ni a los psiquiatras, sino crítico aquí tiene un sentido rigurosamente kantiano. Se trata, kantiano pero histórico, se trata de ver cuándo centramos nuestra experiencia subjetiva, cuándo centramos nuestra experiencia de la solidaridad en el trauma o en la compasión, cuáles son el tipo de experiencias de las que nos privamos. ¿Cuál es el modo en que recortamos específicamente nuestra experiencia? ¿De qué manera nos vemos a nosotros mismos y vemos a los demás? Y cómo ese recorte, que es una especie de condiciones sociales históricas a priori de nuestra percepción del mundo, hace que haya otras experiencias a las que no tenemos acceso. Bien, tras tratar el lado luminoso, es decir, cómo nos vemos como víctimas o cómo nos vinculamos con el sufrimiento por la compasión, le tocó estudiar el lado oscuro, que lo hizo en varias obras, entre ellas La fuerza del orden, a la que ya me he referido, La sombra del mundo. La fuerza del orden era una investigación de campo en la brigada anticriminalidad, es decir, la brigada de intervención en barrios más duras y más contundentes. La sombra del mundo corresponde a un trabajo de 4 años en una prisión francesa. A través de esta reconstrucción de la sombra de nuestra experiencia contemporánea, se trata de ver en el circuito policía, justicia y prisión qué tipo de experiencia hacen las personas a partir de una vocación muy específica, que es comprender a esas personas y hacer que los demás las comprendan. Esto es muy importante. Es el centro, digamos, de el tipo de antropología moral y política que desarrolla Didier Fassin. Comprender lo que sucede y dar a la sociedad, a la ciudadanía, a las personas que tienen una relación difícil con esos sujetos, posibilidades para que los comprendan también. Bien, y posteriormente fue invitado a 2 ciclos de conferencias a los que me referí al principio: las conferencias Tanner en Berkeley y las conferencias Adorno, por supuesto en Frankfurt, la segunda invitada por Asel Honneth, en la que en las conferencias Tanner pues se enfrentaba a la cuestión decidió enfrentarse a la cuestión de qué puede aportar la antropología a la teoría filosófica y jurídica sobre el castigo. Los filósofos y los juristas dicen cómo debe ser el castigo. La antropología muestra cómo se castiga, qué es de hecho castigar. Le parecía que eso era fundamental. Poner la interrogación, digamos, las visiones normativas que se tienen con el castigo por parte de filósofos y juristas en confrontación con lo que sucede específicamente cuando se castiga, con el modo concreto en que se trata a la gente cuando se le castiga. En confrontar lo que debe ser con lo que efectivamente es. Y posteriormente en las conferencias Adorno, dice, lo pilló en un periodo de sequía y de dificultad de concebir qué podía contar en las conferencias Adorno, pero pensó que en tanto que médico o antropólogo había algo que estaba constantemente presente en su investigación, que era la reflexión sobre la vida. Dialogó con autores como Wittgenstein, Georges Canguilhem, Giorgio Agamben y por supuesto con Foucault sobre el concepto de vida y de política de la vida. Entonces, después de esta, yo creo que
excelente reconstrucción de su proceso de formación y de su casi trayectoria biográfica e intelectual, si te parece entramos en la cuestión de la vinculación entre lo personal y lo intelectual en tu trabajo de campo. C'est-à-dire la ancienne question. Hay algo que es muy conocido de este libro, que no solamente se ha convertido en un clásico de la antropología, sino que es un libro extremadamente emocionante para leerlo, La fuerza del orden, que es el comienzo de la obra. En el comienzo de la obra se nos narra una escena que ayer nos aclaró Didier, que es una escena que se produce ya al final de su investigación. Se nos narra una escena en que 3 adolescentes que no hacen nada, que simplemente están esperando el autobús, pero que tienen marcas étnicas evidentes, son interpelados, conducidos y detenidos de manera brutal por una patrulla policial. El rasgo de esos jóvenes era simplemente unas marcas étnicas no blancas. Y pues al final de la descripción de la escena, que es una escena que tiene homologías con otras escenas que se van a desarrollar a lo largo del libro, Didier Fassin dice, bueno, uno de ellos era mi hijo. Era un hijo nacido en Ecuador que tenía marca étnica y que por tanto ha sufrido algo que el resto de mis hijos no han sufrido. Con esta cuestión nos gustaría preguntarte, Didier, sobre la relación entre experiencia y elaboración intelectual. La relación entre experiencia y elaboración intelectual aparece también en una de sus últimas obras, en los mundos de la salud pública, su primer curso en el Colegio de Francia, cuando habla sobre las teorías del complot. Las teorías del complot no es algo que él analice, o que tú analices solamente como intelectual, sino que tú has estado en contacto, en debate con personas que te identificaron como parte de un complot cuando trabajabas en Ecuador, y tú luego intentas explicar y restituir por qué, aunque tú no formabas parte del complot, tenías razones para pensar que había complot y maquinaciones en la manera de tratar la salud de las personas indígenas en Ecuador. O te enfrentaste a la cuestión de el relato alternativo acerca del SIDA del gobierno de Sudáfrica, que tú no apruebas epistemológicamente, pero que sí explica que hay razones de sobra de desconfianza, viendo cómo tradicionalmente la medicina ha pensado las enfermedades de los africanos, acusándolo de ser responsables por una sexualidad desencadenada, mal contenida, es decir, una medicina llena de estereotipos racistas. Es decir, hay algo en el trabajo tuyo en lo cual, digamos, la experiencia personal está presente y sirve de hilo para una elaboración intelectual. Bien, es la cuestión y es lo que quisiéramos que nos hablase ahora. Bien, merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste revenir sur un point sur lequel je n'ai peut-être pas été clair et comme je pense parler en partie à des philosophes ou peut-être à des juristes également, je veux insister sur le fait que ce que je disais avant pour le livre Punir et pour le livre La vie, mode d'emploi critique, j'ai insisté sur la confrontation avec ces disciplines. Je veux qu'il soit clair que je reconnais totalement la légitimité de la normativité, du droit et de la philosophie morale. Simplement, je crois que ce qui nous manque très souvent, c'est le travail ethnographique et ses composantes sociologiques, historiques, qui permettent de montrer qu'il y a un décalage très important entre ce que les juristes et les philosophes disent, ceci est la définition de la punition, et ce que on peut voir sur le terrain. Ceci est la justification, ou ce sont les justifications du châtiment, et ce qu'on observe en réalité. Ceci est la distribution, c'est-à-dire la manière dont le châtiment est réparti dans la société, également, de manière égale et juste. Et ceci est la réalité de l'injustice et des inégalités. Donc il me semble que c'est un dialogue, et c'est un dialogue que je crois extrêmement constructif, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs,
assez nombreuses reprises de présenter mes travaux à des avocats, à des juges, à des directeurs de prison, etc. Autrement dit, à des gens avec lesquels je montrais que l'importance de ce dialogue. J'en viens à la question importante sur la relation entre le personnel et l'intellectuel, parce qu'elle est assez fondamentale en anthropologie, mais je crois d'une manière plus générale dans tout travail de recherche qui implique une interaction avec différents protagonistes, avec des gens. Et je crois, les deux exemples que tu as cités le montrent, je crois que il y a à la fois des raisons épistémologiques et des raisons éthiques à avoir à montrer le chercheur dans l'exercice de sa recherche. Donc il ne s'agit pas de narcissisme, il ne s'agit pas de parler plus de soi que de parler de sa recherche, mais il s'agit vraiment de penser que la recherche n'a été possible que parce qu'on était là, que parce qu'on était présent, et que cette présence avait une influence sur la manière dont les choses à la fois étaient visibles et étaient vues. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la réflexivité. La réflexivité, eh bien, autrement dit, l'ethnographie, c'est pas simplement de décrire des choses comme si on avait un point de vue neutre, sorte de surplomb où on regardait les choses. Non, on les regarde, mais en même temps, on est pris dedans. On est pris dedans parce qu'on est acteur à différents titres. Donc il y a là une dimension épistémologique de rappeler cette présence, de rappeler par exemple sur le travail de la police qu'un certain nombre de gestes des policiers, ils ne les faisaient pas parce que j'étais présent. Ils me disaient si vous n'aviez pas été là, ça ne serait pas passé comme ça. Donc c'est très important de rappeler ça. Mais en même temps, la dimension éthique dans le cas qui a été cité, c'est-à-dire le fait que notre fils, qui par sa couleur de peau devient un objet de stigmatisation et de répression par la police, eh bien que cela, c'est un enjeu éthique au sens où ça me place moi et notre famille dans cette situation que nous essayons de décrire, mais qui du coup peut toucher, et donc il y a une dimension éthique et politique, qui aussi peut toucher un public beaucoup plus large que si on peut mettre à l'écart en disant ce sont des immigrants ou des enfants d'immigrants. Eh bien là, on a une autre histoire. Donc je crois qu'il est... Il y a une connaissance que l'on a des choses par sa présence. J'ai souvent pensé que la connaissance la plus profonde que j'ai des discriminations raciales, c'est grâce à mon fils. Et plus que tout entretien que j'ai fait, j'ai vu des discriminations plus graves. Mais la plus profonde, c'est celle-là. Donc je crois que cette double dimension épistémologique et éthique est extrêmement importante. Et puis elle peut ensuite se déployer dans d'autres façons. Par exemple, dans la manière dont aujourd'hui, avec Anne-Claire Defossé, nous travaillons à la frontière entre l'Italie et la France, avec des personnes qui sont exilées, qui viennent d'Afghanistan, d'Iran, d'Algérie, du Maroc, de Guinée, de Somalie, et qui franchissent cette frontière entre l'Italie et la France, où la police et les militaires essaient de les empêcher de passer, et donc les mettent en danger parce qu'ils passent par des circuits plus difficiles. Donc il y a les exilés, il y a les forces de l'ordre,
Et puis, il y a les solidaires, ceux qui essaient d'apporter une aide qui peut être de différentes natures, qui peut être de venir au secours des gens pour faire du sauvetage en montagne, avant que les policiers ne les attrapent, qui peut être de les accueillir pour qu'ils passent quelques nuits avant de poursuivre leur voyage. Et là, eh bien, c'est une autre forme de présence à la recherche. Dans mon cas, il s'agit de participer au secours en montagne la nuit. Il s'agit de donner quelques soins aux malades ou aux blessés lorsqu'ils arrivent au refuge. Dans le cas d'Anne-Claire, il s'agit d'aider à l'enregistrement des personnes, à l'achat des billets qui vont suivre, à la préparation des repas. Donc là aussi, on a une présence, et on ne peut pas faire comme si on était dans une observation extérieure. Donc là, c'est une forme d'engagement personnel sur le terrain qui se joue dans cette relation entre le personnel et l'intellectuel. Et nous pensons que c'est un enrichissement de la connaissance intellectuelle que l'on peut avoir que cette expérience personnelle. Muy bien, pues voy a traducir esta pregunta y vamos a entrar en la siguiente. Está circulando el cómic que ha surgido del libro La Fuerza del Orden, lo podéis ir viendo y tiene que ver con la pregunta que enseguida le vamos a formular. En primer lugar, ha hecho un paréntesis respecto a la cuestión anterior. Quizá mi traducción ha sido un tanto apresurada y he señalado el aspecto más polémico de la relación entre la antropología, la filosofía y el derecho. Hay que señalar que él reconoce absolutamente la legitimidad teórica de las preguntas que se plantea un jurista, se plantean los juristas, que se plantea la filosofía. Simplemente considera que hay que tener una visión de conjunto en la que se vea la distancia entre las cuestiones normativas y el modo práctico en que se encardinan dispositivos sociales y políticos concretos. Y esa es la aportación fundamental de la antropología a una discusión compleja de problemas en los cuales se puede entrar desde el derecho o desde la filosofía con toda legitimidad. Y él insiste mucho en que ha tenido un diálogo constructivo con abogados, con jueces, con directores de establecimientos penitenciarios y, por supuesto, con gente que viene de la filosofía. Sobre la cuestión de lo personal y de lo intelectual y la relación que eso supone entre la epistemología y la ética. En primer lugar, hay algo fundamental, y es que en la investigación antropológica hay cosas que se ven y se cuentan porque son visibles y porque uno estaba allí, porque la persona estaba allí. Entonces hay que explicar ambas cosas. Las cosas son visibles y no son visibles de cualquier manera. Cuando estuvo en la Brigada Anticriminalidad, algunos policías le confesaron o le hicieron el comentario cómplice de que si él no hubiera estado presente, las cosas hubieran sucedido de una manera distinta. Es decir, hay una economía de la visibilidad que hay que tener en cuenta cuando se ve. Ver no es ver de manera bruta y espontánea. Hay que tener en cuenta por qué se ven las cosas o por qué no se ven las cosas. Pero en segundo lugar está el testimonio específico de la persona que está allí y que, estando allí, introduce, digamos, su propia presencia como factor, aunque sea mínimo, de alteración de lo que está sucediendo. Eso es importantísimo. Esa cuestión es básica. Y es básica no solamente en la cuestión del ejercicio científico, sino también en la propia experiencia personal como ciudadano, como ciudadana, y el modo en que le afectan las injusticias sociales. Él señala que ha visto injusticias muy graves, pero cree que nunca ha tenido un conocimiento más profundo de lo que son las discriminaciones raciales y étnicas si su hijo no hubiera tenido un color de piel determinado. No quiere decir que su hijo haya soportado las peores injusticias, en absoluto. Simplemente que él cree que tener un conocimiento profundo por su experiencia específica como padre y por la experiencia específica de su familia. Entonces, eso es importante señalarlo, porque además permite hacer ver
que la cuestión de la injusticia y la discriminación no es algo que de manera egoísta se puede pensar que solo toca a algunos, toca a muchos. Y toca a muchos de manera caprichosa y arbitraria e igualmente dañina, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante también en la experiencia, en la vinculación entre lo personal y lo teórico. Pero además, en su caso, hay un compromiso personal que se ejerce a la vez que se ejerce su investigación antropológica en el trabajo que está haciendo con Ancler de Fossé en la frontera entre Francia e Italia. Pues están presentes tres tipos de agentes, podríamos decir. Están los agentes del orden, propiamente dicho. Están las personas que, refugiados económicos, exiliados, intentan pasar la frontera, y están las personas que ejercitan la solidaridad. La posición que tienen tanto Didier como Ancler no es solamente de antropólogos que observan, él apoya en montaña, atiende a personas con enfermedades, es médico. Ancler ayuda en el registro, en tarea de organización, en la compra de billetes, etcétera. Es decir, no se puede ejercer la actividad antropológica pensando que uno es exterior a todo lo que sucede y que se puede uno desprender de su condición ciudadana y de su propia posición moral respecto a lo que está sucediendo, ¿no? En este caso vemos una antropología que está construida, en el caso último, por Ancler y Didier, a través de una forma específica de presencia y de compromiso a partir de las cualificaciones técnicas que tienen y que creen que pueden ayudar específicamente a esas personas, aparte del apoyo personal. Bien, la otra que queríamos comentar, la otra pregunta, porque es apasionante, pero el tiempo va pasando y a las 2 se acaba o debemos acabar, pues porque tienen que partir los compañeros que están grabando, etcétera, y porque el horario que tenemos en la facultad. Era la cuestión de la innovación en las formas de comunicación científica, ¿verdad? Estáis viendo el cómic de La Fuerza del Orden, que es pues el paso de una investigación antropológica extremadamente premiada y reconocida por los colegas a un, digamos, un soporte como el del cómic que es distinto al que normalmente utilizan los científicos y los científicos sociales, ¿verdad? Hacíamos referencia también a la obra Muerte de un viajero, donde con una fuerte inspiración cinematográfica se reconstruye el conjunto de las perspectivas de las personas que participan o que testimonian sobre la muerte de un joven que no se había presentado en prisión y que estaba considerado como parte de un grupo social marginado, les gens de voyage, para los cuales yo ya he dicho no tenemos una traducción específica. En el modo en que los gendarmes se refieren a él, a veces lo llaman gitano, pero no es correcto, ¿verdad? Digo, por hacerse una idea, en la visión específica que los gendarmes tienen de él, ¿verdad? Entonces, ahí hay una reconstrucción. Él cita 12 hombres sin piedad, Rashomon de Akira Kurosawa como sus inspiraciones fundamentales. Una reconstrucción cinematográfica que, sin embargo, no evita que al final, una vez que hemos reconstruido todo el puzzle, tú expliques también qué consideras lo más verosímil y haga una narración propia. Bien, sobre esa cuestión queríamos preguntarte. Je pense profondément qu'il nous revient, comme chercheurs, d'étudier la vie publique de nos livres, de nos travaux. En général, lorsque nous conduisons des recherches, nous allons sur le terrain où nous étudions des documents, où nous réfléchissons, et ensuite nous écrivons des articles, des livres, parfois utilisons d'autres instruments, et les choses partent et on passe à autre chose, on donne quelques conférences éventuellement. Et je crois que la vie publique de nos recherches est un élément qui appartient à nos recherches. Alors, comment penser cette vie publique? Il y a de nombreuses façons, mais pour ce qui me concerne, j'ai essayé de penser que cette vie publique reposait notamment sur une interaction avec des publics. Alors, des publics de collègues, de professeurs, des étudiants et des étudiantes,
mais aussi avec le public général. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment dans ces 2 livres qu'on a déjà évoqués, La force de l'ordre et L'ombre du monde, parce que je me suis dit que c'était tellement important ces sujets-là qu'il fallait que tout le monde puisse les lire. Alors tout le monde, évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas, mais néanmoins, j'ai eu le plaisir que des associations de gens qui luttent contre les violences policières ou qui sont des familles de prisonniers puissent me demander, après avoir lu le livre, d'intervenir, par exemple. J'ai le plaisir aussi que ces ouvrages soient étudiés en première année notamment La force de l'ordre, en première année d'études universitaires de sciences sociales, aussi bien en France qu'aux États-Unis, et dans d'autres pays probablement aussi. Mais donc je trouve ça très... Et pourquoi on l'étudie ? Parce que c'est les professeurs qui le font se disent c'est un livre qui est accessible et c'est un livre qui peut faire aimer de faire de la sociologie ou de l'anthropologie. Alors, c'est ce qu'ils me disent, et en tout cas, ça correspond au travail que j'ai essayé de faire, d'engager avec des publics. Alors, à partir de là, j'ai pensé que... j'ai travaillé sur 2 expérimentations qui viennent d'être évoquées. La première expérimentation, c'est cette bande dessinée qui circule et c'est parce que j'ai été sollicité. On m'a demandé est-ce que tu souhaiterais faire une bande dessinée à partir de ton livre. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et après, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire 2 choses. D'une part, qu'on peut toucher un public bien plus large. La semaine dernière, j'ai enseigné j'ai donné j'ai eu des discussions, des conversations avec des élèves de lycée de Marseille et puis de Lille autour de ce livre qu'ils avaient étudié en classe. Et puis donc, c'était beaucoup plus facile que de lire l'ouvrage qui est ici, qui fait, je ne sais pas, 400 pages. Donc, ce livre-là permettait de toucher un public beaucoup plus large, cette bande dessinée. Et puis, deuxièmement, ça permettait d'explorer des nouvelles façons d'écrire. J'ai écrit pratiquement la totalité du livre. Bien sûr, les illustrations sont d'un dessinateur de grand talent, Jack Reynal. J'ai écrit chaque case du livre et j'ai beaucoup appris en le faisant et j'ai été obligé de repenser la manière dont on écrit. Donc pour moi, ça a été aussi un exercice, disons, de création, de créer. Tout ouvrage est un travail de création, donc un ouvrage de création différent de ce que je faisais avant, de ce que j'ai pu lire ailleurs. Et donc j'ai parlé d'ethnographique en jouant sur le mot, une étude ethnographique, puisque graphique, ça renvoie au graphisme. Et puis ensuite, il y a eu j'ai été pris, il se trouve que j'ai été pris par des événements, par la famille qui m'a sollicité sur l'histoire de la mort de ce voyageur, cette histoire terrible. Et puis j'ai suivi de loin l'enquête judiciaire qui a abouti à un non-lieu, et puis en appel un non-lieu, et puis la Cour de cassation, confirmation du non-lieu, et donc une affaire qui est réglée, à ceci près qu'elle va à la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui. Mais je me suis dit, à un moment donné, je parlais avec la famille, et puis j'ai pensé que ça pourrait être la matière d'un livre. Mais comment écrire ce livre ? Et j'ai pensé qu'il y avait peut-être 2 temps qu'on pouvait faire dans ce livre. Le premier temps, finalement, c'est celui du perspectivisme. On peut développer des versions différentes. Alors, la différence avec le perspectivisme traditionnel, c'est que, dans le perspectivisme, on considère que les personnes de bonne foi décrivent une situation, mais qu'ils la décrivent différemment. Or, là, il était certain qu'il y avait, de la part de certains des protagonistes, un mensonge, puisque les uns disaient qu'il y avait légitime défense, les autres que ce n'était pas possible. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, les versions n'étaient
non seulement pas compatibles, mais même reposaient forcément sur le fait qu'il y ait un élément de non-vérité dans certains de ces témoignages. Néanmoins, j'ai voulu les présenter tels que les personnes, c'est-à-dire les gendarmes qui avaient tué, la famille qui était présente, et qui racontent deux histoires très différentes. L'une pour justifier la légitime défense, l'autre pour dire que ce n'est pas possible. Et donc, j'ai présenté ces versions et puis d'autres éléments. Il y a huit temps comme ça, où les protagonistes entrent en scène les uns après les autres et racontent ce qui s'est passé. Donc on a une forme un peu particulière de perspectivisme. Et puis je me suis dit, en rester là, c'est adopter un point de vue relativiste, c'est-à-dire celui d'un chercheur qui dirait il y a différentes versions, c'est pas moi qui dois choisir, il y a des juges qui ont fait leur travail, et donc mon travail s'arrête ici. Et j'ai eu la chance d'accéder à l'ensemble des procès-verbaux et à l'ensemble des expertises, c'est-à-dire de tous les éléments dont disposaient les juges d'instruction. Et je me suis dit qu'il était peut-être possible de réexaminer cet ensemble sur la base de deux principes simples. Premièrement, de donner la même légitimité à toutes les paroles. Or, le procureur et les juges avaient écouté la parole des gendarmes de façon très précise et avaient écarté d'emblée la version de la famille avec un élément qui est très classique de hiérarchie des crédibilités, c'est-à-dire qu'on croit plus un gendarme assermenté que quelqu'un des gens du voyage sur lequel il y a déjà tant de préjugés. Donc toutes les voix ont le même poids. Et deuxièmement, toutes les expertises doivent être examinées avec la même attention. Or, certaines expertises avaient été écartées par le juge parce que justement, elles allaient contre la version des gendarmes. Et donc, sur cette base, j'ai reconstitué, en examinant l'autopsie, la balistique, l'examen des armes, toutes les pièces qu'il y avait, et bien sûr les procès-verbaux, et j'ai essayé de reconstituer ce qu'aurait pu être la version plus plausible et plus juste par rapport à ce qui s'est très probablement produit. Et donc là, il s'agissait là aussi d'un travail très expérimental, puisque d'abord, dans un premier temps, je mettais toutes ces versions les unes après les autres. Donc on entendait parler le gendarme, on entendait parler le père, on entendait parler la mère, la sœur, etc. Et ensuite, je prenais sur moi de refaire le travail du juge, de refaire l'enquête judiciaire et d'aboutir à une autre conclusion qui, pour que les choses soient vraiment le plus claires possible, donne un épilogue dans lequel je reconstitue la dernière journée d'Angelo, puisque c'est le nom de cet homme qui est mort. Je reconstitue sa dernière journée jusqu'au moment où il meurt, ce qui montre au lecteur et à la lectrice que, bien sûr, je n'étais pas là et que c'est bien une reconstitution dont il s'agit. Et puis ensuite, je laisse le lecteur et les lectrices décider de ce qu'il en est. Et d'ailleurs, élément intéressant, je termine là-dessus, l'élément intéressant, c'est que dans les lycées de Lille, ils ont travaillé sur ce livre et qu'ils ont demandé aux étudiants, qu'est-ce que vous pensez, quelle version pensez-vous la plus crédible? La version de la justice, ce que le procureur appelle la vérité judiciaire, et la version que j'ai développée, que j'ai appelée la version ethnographique. Lequel croyez-vous le plus? Et dans toutes les classes, on avait, sur une trentaine d'élèves à chaque fois, on avait 24, 25 qui pensaient que la version de la légitime défense était fausse, donc que les juges avaient donné une fausse interprétation. 4-5 qui pensaient qu'il y avait bien légitime défense, que les juges avaient raison et donc j'avais tort.
et puis 2, 3 qui ne se prononçaient pas. Donc il y a cette possibilité de laisser le choix au lecteur de la version au lecteur et aux lectrices, de laisser le choix de la version qui leur semble la plus véridique. Et donc c'est un travail, au fond, sur la vérité, et non pas dans l'optique des régimes de véridiction comme le fait Foucault et ses collaborateurs dans ce livre tout à fait passionnant qui s'intitule « Pierre Rivière, moi Pierre Rivière ayant tué mon père, ma mère, plutôt ma mère, ma sœur, etc. » et qui est un mémoire, un témoignage de quelqu'un qui a tué au XVIIIe siècle. Et parce que je ne cherche pas seulement le régime de véridiction, ce qui est la première partie, mais je cherche à établir une forme de véracité dans un deuxième temps. Bueno, voy a traducir y hemos llegado ya a las 2 de la tarde, o sea que también vamos a despedir un poco nuestros actos. Podéis formularme preguntas que yo le puedo hacer llegar a Didier Fassin. Siempre un poco frustrante, pero tenemos tiempo y tenemos que respetar el trabajo conjunto. Bien, sobre esta cuestión del compromiso, él señala que es fundamental estudiar la vida pública de nuestros trabajos. Normalmente en las ciencias sociales y en todas las ciencias publicamos nuestros textos y pues damos un par de conferencias, vamos a un par de coloquios y se acabó, pasamos a otra cosa. Es importante, señala, interesarse acerca de cuál es el efecto que tiene nuestra investigación y que eso forma parte de nuestra investigación. La recepción y la reflexión acerca de los efectos de lo que describimos y del modo en que lo describimos es una condición fundamental de nuestra escritura y de nuestro trabajo. Eso es lo básico respecto a la innovación de las formas de comunicación científica. En el trabajo etnográfico, pero gráfico específicamente por la grafía del cómic, pues ha tenido la satisfacción de ver cómo asociaciones, personas más jóvenes, personas que nos acercarían a un libro de 400 y pico páginas de antropología, pues leyeron el contenido de la fuerza del orden y les sirvió para generarse una opinión específica acerca del trabajo. Por otra parte, es algo que forma parte también de su intento de hacer una escritura que sea clara y accesible, y señala como una satisfacción que la fuerza del orden sea presentado como libro en los primeros cursos universitarios, en el primer curso universitario en Francia, en Estados Unidos y en otros lugares. Es decir, que sea un libro que pueda incitar a amar la antropología y a amar la sociología, a lectores que no son especialistas. Entonces, eso también es importante, no solamente en las dos obras que hemos hablado, Muerte de un viajero y el cómic sobre la fuerza del orden, sino el tipo de escritura que se hace. Y que sea un tipo de escritura que incite, sin que eso rebaje su calidad científica. Bien, en cuanto al cómic, pues básicamente le pidieron acompañar a un dibujante, pero él redactó todos los bocadillos del cómic, todos los diálogos del cómic. Y eso le supuso un trabajo de refinamiento y de reflexión muy específico acerca de lo que quería decir concretamente, que no es el mismo trabajo de explicar las cosas en un libro. Bien, en cuanto al libro Mort d'un voyageur, Muerte de un viajero, él seguía lejos la investigación, los jueces concluyeron que no se necesitaba, que no procedía encausar a nadie, aunque ahora el asunto está en la Corte Europea de Derechos Humanos, y había como dos perspectivas básicas. La primera, la del perspectivismo, que es la idea de que las personas, pues de buena fe, dan versiones diferentes de lo que ha sucedido. En este caso había versiones incompatibles, por lo tanto el perspectivismo no podía evitar preguntarse por la verdad, porque había una versión que daban los gendarmes y otra versión que daban la familia. Entonces no podía uno
digamos, refugiarse en el irenismo perspectivista, la idea de que, bueno, pues cada uno tiene su perspectiva y ¿qué vamos a hacer? Eso era importante. Aquí había algo que faltaba. Alguien no había dicho del todo la verdad, o la había dicho de manera tremendamente sesgada. Bien. ¿Qué es lo que hace él? Pues en primer lugar, atiende a las versiones de los agentes que entran en el proceso. Los agentes son la gendarmería, son las familias, son los jueces, es el médico de urgencia que atiende el caso. Él atiende a todas esas cuestiones y reexamina todos los procesos verbales y lo que van diciendo los distintos expertos que intervienen, a partir de dos principios fundamentales. En primer lugar, eliminar la jerarquía de credibilidad, que señala que creemos antes a un gendarme que ha prestado juramento que a un miembro de un grupo social marginado y despreciado. No se trata de creer a unos o a otros, se trata de eliminar la jerarquía de credibilidad, que es una cosa diferente, por la cual ciertas versiones nos aparecen como algo que se tiene que tener en cuenta, mientras que otras versiones se consideran como lastradas por una especie de estigma. Esa es una cuestión fundamental y básica. No es ponerse de un lado o de otro, sino eliminar la jerarquía de credibilidad. Y en segundo lugar, hacer que todos los expertos sean escuchados también. En este caso también otra versión de la jerarquía de credibilidad, porque los expertos que entraban en contradicción con la versión de los gendarmes simplemente se les puso de lado, se les dejó de escuchar. Y a partir de ahí intentar proponer una reconstrucción a la vez plausible y justa. En ese sentido, el libro es un trabajo experimental sobre todas las versiones, en el que él se propone hacer una reconstrucción. Después de la reconstrucción que ha hecho el juez, se propone hacer una reconstrucción propia en la que le ofrece nuevos elementos al lector para decidir qué es lo que específicamente ha sucedido. No es el tipo de acercamiento característico de la corriente Foucaultiana o de los estudios inspirados en Foucault. Nos interesa a cómo distintas formas de percibir la verdad hacen que se organice con distintos códigos y con una retórica específica y con distintas formas de prueba. En este caso también es una decisión acerca de la verdad, porque es una posición que no se detiene en el perspectivismo, porque hay un asunto fundamental. En todo esto hay diferentes perspectivas, hay diferentes versiones, las perspectivas y las versiones son legítimas, pero alguien mentía. Y podía hacerlo porque había una jerarquía de credibilidad específica. O no decía toda la verdad, había un elemento de no verdad. Didier no ha empleado la versión mentira, la he empleado yo en mi traducción, perdón, es elemento de no verdad, que es algo mucho más específico, ¿no? Y bueno, pues son las 2 de la tarde y yo creo que hemos tenido una sesión extraordinaria, que es una alegría para el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y para todos los departamentos y todos los grados que forman esta facultad, haber acogido hoy entre nosotros a una persona que conjuga hasta el más alto grado la excelencia científica con el compromiso ciudadano y político, y que sigue siendo un estimulante para desarrollar la actividad de investigación en humanidades y ciencias sociales y para que crezcan las vocaciones en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades críticas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y a todas ustedes, y muchísimas gracias a Didier Fassin.